va à la presse, on a un exercice de communication et de présentation des chiffres, mais pas que. C'est une présentation aussi de la stratégie, de ce que nous avons fait depuis les dernières années, et puis voir un petit peu où on va pour le groupe sur les prochaines années. Alors pour cet exercice, je vais accompagner de Patrice, Robert, que vous connaissez, qui est donc le député groupe CEO d'IBL, et de Cédric, que vous connaissez moi, qui nous a rejoint il y a maintenant un an, et qui est donc le groupe CFO d'IBL. Donc on a une présentation sur une trentaine de slides, on va se partager avec Patrice, Cédric et moi les informations qu'on va vous véhiculer. Je crois comprendre qu'il y a aussi un communiqué de presse qui va être remis, qui a été remis ou qui va être remis. Qui peut être remis si vous souhaitez. Et nous avons donc publié nos chiffres ce matin sur le website, de la Stock Exchange et sur le nôtre. Donc voilà, merci d'être là. On va le faire interactif, donc n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez une question, une clarification à avoir. Ça donnera un petit peu de relief à la conversation. C'est pas un cours magistral, c'est plutôt une conversation qu'on aurait souhaité avoir avec vous. Donc voilà, alors, cette force régionale donc, qui est IBL a évidemment un impact sur Maurice, sur la région. Et cet impact, il est principalement reconnu à travers le nombre de personnes que nous employons. À Maurice, près de 20 000 personnes, 20 000 additionnels sur la région, donc c'est quand même 40 000 emplois. C'est énormément de familles qui vivent donc, à travers les entreprises du groupe. C'est un nombre de compagnies important, 7, qui sont listées sur la Stock Exchange ici, et pas des moindres. Des boîtes comme Lux Island Resort, PBL, UBP, IBL, Alteo, Nibois pour l'ADEME. Et c'est aussi un contributeur important au budget de l'État, donc à travers des taxes hors TVA qui sont payées par le groupe, droits d'assises et autres taxes hors TVA. C'est quand même important de le souligner. Mais le groupe, c'est également ce développement régional que nous avons entrepris il y a maintenant 4 ans, enfin, du moins accéléré. On a toujours été un petit peu présent à l'international. On avait un peu moins de 15% du chiffre d'affaires qui était fait à l'extérieur de Maurice avant le Covid. On verra les chiffres tout à l'heure. Donc l'international pour nous fait partie de l'ADN, et je pense que pour toute personne qui sort d'une immigration quelconque, comme nous tous, que ce soit de l'Europe, que ce soit de l'Asie, que ce soit de l'Afrique, je pense qu'on a en nous cette volonté et cette envie d'étendre nos ailes. En tout cas, c'est le souhait d'IBL, et on verra l'impact de cette régionalisation sur les chiffres du groupe. C'est un groupe qui a quand même un ADN familial. Je pense qu'il faut en être fier. Les gros success stories des compagnies en Asie, aux États-Unis, en Europe, ont beaucoup d'ADN familial. Et à l'île Maurice, on voit un certain nombre de compagnies qui sont successful et qui ont cet ADN familial. Et je pense qu'il faut et le reconnaître et en être fier. Et en tout cas, au dernier Africa CEO Forum, on a été donc reconnu comme le Best Family Business in Africa. C'est une reconnaissance qui est intéressante, sachant que le groupe a aussi atteint une certaine reconnaissance dans le top 500 des compagnies africaines, puisqu'on est là aujourd'hui à la 66e place, ce qui n'est pas non plus anodin pour un groupe mauricien. Voilà. Donc c'est ce qu'on donne un petit peu l'envergure de la chose. Et puis, je pense que c'est important, c'est de vous partager un peu ce journey que nous avons fait. Et surtout, maintenant qu'on a derrière nous un peu de mileage, donc c'est 4 ou 5 ans de Beyond Border stratégie, où est-ce qu'on va? Où est-ce que le groupe se projette? Et qu'est-ce qui nous permet de penser qu'en 2030,
il faut bien se fixer des objectifs et à monter des rolling forecasts annuels. On a bien ces plans sur 3-5 ans qui nous donnent de la visibilité, qui nous permet de nous ancrer sur des objectifs assez précis. Alors, c'est certainement pas un excès d'assurance, mais c'est de se dire que on sait gérer des compagnies qui sont en général leaders sur la place de marché. À Maurice, on en a quelques-unes, UBP, Phoenix, Meuf, Alteo, et même Aphrasia, qui était une start-up il y a moins de 15 ans de cela, s'est positionné à la 3e place des banques avec Maurice. Et donc on a cette ambition d'amener les entreprises et celles qui sont aujourd'hui régionales vers ce top 3 dans les secteurs spécifiques dans lesquels on opère. Il y a aussi l'ambition de générer encore plus de revenus, et évidemment plus de revenus à l'international, puisqu'aujourd'hui on a 54% de nos revenus qui sont faits à l'international. L'objectif est de passer à 60% d'ici 3-4 ans. Pour rappel, nous étions à moins de 15% il y a 5 ans. Donc, ce qui démontre cette réussite de ce Beyond Border Strategy. C'est évidemment d'être plus performant dans ce que nous faisons à tous les niveaux. Et évidemment, quand vous mettez le chapeau d'un actionnaire du marché, il regarde la performance intrinsèque du groupe. C'est une performance qui a été soutenue sur les dernières années parce que nous avons investi énormément et ces investissements évidemment coûtent de l'argent dans un environnement où le taux d'intérêt est fort et évidemment que tout ça a pesé sur la performance intrinsèque de IBL Company Limited et par contre le groupe a vraiment strive. Donc nous passons dans une deuxième phase de consolidation et nous assurer que ces beaux investissements que nous avons faits vont permettre donc de porter les fruits nécessaires. Ce développement se fait également toujours dans cette optique d'être sustainable dans notre développement. Ce n'est pas simplement, je veux dire, un speech que je fais, donc c'est des convictions que nous avons. C'est important de voir un groupe qui se développe de façon sustainable pour toutes les raisons que vous connaissez. Alors c'est pas évident parce que quand vous dites à un opérateur qui lui est focalisé sur son service client, sur ses produits, sur avoir les bonnes ressources humaines, etc. Bon, vous dites qu'il faut aussi faire ça dans un contexte qui préserve son environnement, la planète et tout le reste. Forcément que ça ne devient pas une priorité. Mais on y travaille et on s'assure qu'on puisse en tout cas y arriver. Et pour ça, on a des marqueurs et notamment nous travaillons beaucoup sur les fameuses reporting du carbon accounting qui va arriver en 2027 et qui va permettre de juger sur pièce de la capacité du groupe à être donc dans cet espace. Donc 57% aujourd'hui des compagnies du groupe ont déjà fait le travail et nous sommes donc en passe d'être en mesure d'afficher notre carbon accounting quand il le faudra d'ici 2 ans. Et enfin, ce leadership qu'on affiche avec une croissance qui est importante et notamment une croissance importante des revenus à l'international, 72% de croissance cette année-ci est fuel par nos activités régionales. On n'oublie pas qu'on est d'abord et avant tout mauricien, que le groupe est né ici, que le groupe a déployé ses ailes d'ici, que le groupe a ses racines ici, que le groupe participe à l'écosystème mauricien, social, économique, que le groupe paye ses taxes localement, que le groupe emploie du monde, que le groupe fait partie donc des groupes qui décident dans le secteur privé et donc c'est extrêmement important qu'on continue à être présent ici. Et pour ce faire,
Patrice vous en parlera un peu plus tout à l'heure. On investit encore énormément localement, énormément. Même si on fait un focus sur ce Beyond Border Strategy pour peut-être comprendre un peu mieux ce qui est un peu plus loin, on n'oublie pas tout ce qui est fait ici dans l'hôtellerie, dans le retail, dans la distribution, dans les énergies renouvelables, pour ne citer que ces quelques exemples. Alors cette croissance qu'on recherche, elle est basée sur d'abord une compréhension. J'espère qu'on comprend, mais j'ai un peu peut-être envie de vous dire que oui, qu'on comprend les écosystèmes dans lesquels on évolue. Et ces écosystèmes sont des écosystèmes qui sont de taille totalement différente de ce que vous connaissez ici à l'île Maurice. Nous avons une belle petite île, 1,3 million de consommateurs, un GDP d'à peu près 16 milliards de dollars. Et ce qu'on recherche, au fait, c'est d'avoir accès à des marchés qui soient plus larges. Le Kenya, 60 millions, 57 millions de consommateurs, l'Ouganda 51, la Tanzanie 70 millions de consommateurs. Mais vous me tirez de la Réunion. Ton discours va à l'encontre. Donc, parce qu'à la Réunion, on a un GDP qui est presque le double de celui de Maurice. Donc, on cherche aussi sur des marchés plus petits, comme les Seychelles, notamment la Réunion, une capacité du consommateur final, consommateur lambda, à dépenser. Et ça, c'est important, puisque le groupe, vous le comprendrez en voyant un peu plus les chiffres tout à l'heure, est un groupe qui est en train de muer, au-delà de muer de Maurice vers l'international, est également aussi en train de muer un business model, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus tourné vers le consommateur final, et donc on a l'ambition en tout cas d'être présent dans les foyers des Mauriciens, des Réunionnais, des Seychellois, des Kenyans, pour leur apporter des solutions de consommation, de santé, de transport, d'éclairage, d'énergie, etc. Donc, c'est très important de comprendre cette mutation. Alors, cette mutation engendre des mutations aussi au niveau de nos bilans, de notre cash flow, de nos besoins de financement. Et tout ça est un écosystème qui est en train d'évoluer. Il n'est pas encore abouti totalement. Et on va s'occuper, on va s'atteler sur les prochaines années à s'assurer donc que cette vision est effectivement bien ancrée dans cette présence du groupe chez le consommateur final et traduit donc par des chiffres. Alors, j'ai beaucoup entendu, évidemment pas vous, personne n'est coupable, que le fait que IBL était boulimique dans ses achats, qu'on a beaucoup acheté. Alors oui, c'est vrai qu'on a beaucoup acheté, c'est vrai qu'au sortir du Covid en 2021, personnellement j'étais un peu traumatisé d'avoir été enfermé pendant 18 mois sur un territoire comme le nôtre, traumatisé de voir que nos hôtels ne recevaient plus de touristes, etc., etc. Je me suis dit qu'il fallait pouvoir s'ouvrir vers l'international plus rapidement que ça. Et donc, il y avait, on va dire pas deux écoles, mais en tout cas, il y avait une, c'était la Greenfield, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, je vais construire quelque chose là, ou la deuxième, c'était de prendre une participation, bien souvent minoritaire, aux côtés de partenaires locaux pour permettre de développer le groupe. Et c'est cette stratégie que nous avons choisie. Et nous avons enclenché un certain nombre de rachats basés d'abord sur une connaissance de l'environnement dans lequel on allait évoluer. Deuxièmement, en s'assurant que les partenaires qu'on choisissait étaient des partenaires locaux. C'est extrêmement important quand on va au Kenya d'être avec des Kenyans, quand on va à la Réunion d'être avec des Réunionnais, quand on va aux Seychelles d'être avec des Seychellois, etc. Et donc, en faisant cette analyse, on a donc enclenché un certain nombre d'acquisitions dans le retail, dans les énergies renouvelables, dans la grande distribution à La Réunion
dans la distribution médicale et pharmaceutique en Afrique, et ce qui a permis donc au groupe de façonner son nouvel ADN d'un groupe qui maîtrise des métiers localement et qui les duplique sur un territoire plus large avec des partenaires. Donc, c'est ce que nous avons fait sur cette première phase, qui était une phase Covid et post-Covid. Aujourd'hui, on ne se ferme définitivement pas la porte à la croissance inorganique. C'est qu'on montrera des effets de croissance organique et inorganique dans un instant, mais on s'assure que ce que nous avons acheté est en train donc de maturer avec cet ADN qu'on veut absolument développer, qui est cet ADN d'IBL. Pour ce faire, on utilise donc des compétences mauriciennes, on prend des compétences internationales, on envoie tout ça, on fait des étrangers venir à Maurice, on envoie des Mauriciens ailleurs. On a une académie qui forme nos talents et nos exécutifs pour leur permettre de mieux comprendre ce qu'est IBL et ce que nous voulons faire, quelles sont nos valeurs going forward. Et donc, on a aujourd'hui cette espèce d'atterrissage qui devrait nous permettre donc, de consolider nos positions, pas en consolidation financière, comptable, mais bien en consolidation intellectuelle, d'opération going forward. Ceci étant dit, on a quelques petites activités encore en développement, comme le wholesaling avec Bluemade, le plan actif comme Équateur Énergie. Et puis, on est peut-être un petit peu aussi victime de notre succès. Ça fait 70 ans qu'on est partenaire de Coca-Cola International. On a repris Seychelles Breweries et Coca-Cola International a décidé de nous donner la franchise Coca-Cola à La Réunion, par exemple. Ce n'était pas quelque chose qui était totalement anticipé. Certainement, moi je l'avais un peu dans mon rétroviseur. Je me dis, Heineken, Coca-Cola, c'est deux géants. Où est notre place dedans? Et ben, bref, c'est à nous qu'il faut confiance pour les prochaines années. Et c'est avec un petit groupe mauricien, régional, avec lequel des majeurs de l'économie mondiale veulent faire affaire. Donc c'est intéressant et quelque part assez valorisant. Je vous parlais tout à l'heure de cette croissance et du fait que 72% de la croissance vient de l'étranger. C'est quand même important, très très important, parce que cette croissance, elle vient de cette région qui est proche de nous. On n'est pas en train d'aller chercher de la croissance dans le Pacifique ou ailleurs. Elle vient dans ce Indian Ocean Rim area, avec les îles qui nous entourent, les Seychelles, la Réunion, Comores. Heureusement, on n'est pas à Madagascar en ce moment. Et puis, évidemment, l'Afrique de l'Est. Et on voit donc qu'il y a aujourd'hui 37% des revenus qui viennent d'Afrique de l'Est, 15% de l'océan Indien, et la différence donc, de Maurice. Sachant que l'année prochaine, à la même date, on vous présentera les chiffres, vous verrez certainement que la partie océan Indien aura cru de façon additionnelle, puisqu'entre-temps, nous aurons consolidé la brasserie des Seychelles, Cebu, qui fait partie maintenant de l'environnement Félix-Belf. Il y a quelques années, on était évidemment fiers du groupe qui avait été créé en 2016, puisqu'il s'agit d'une fusion Allen-Bly et GML. On était évidemment très fiers de la croissance générée entre 2016 et 2019. Et depuis, je pense qu'on a été beaucoup plus loin que ça. Donc on voit aujourd'hui les chiffres où les revenus en 4 ans, 5 ans, ont été multipliés par 3, plus que 3, de 39 milliards à 120 milliards, 121 milliards cette année-ci. Mais de façon plus importante, c'est la partie operating profit, multiplié par 3,4, donc de 2,2 à 7,4 milliards de roupies, et le profit after tax du groupe par 3,8 fois, de 1,3 milliards à 5 milliards.
Donc je pense qu'on a en tout cas réussi notre pari de voir un groupe qui s'installe de façon, je l'espère, pérenne sur cette région et qui va permettre donc de cross-fertiliser ce succès régional et de ramener à Maurice ce qu'il faut pour continuer à se développer ici. Patrice, je te passe la parole. Dans cette croissance, vous parlez souvent de nos activités qui étaient réparties en 8 secteurs, 9 secteurs, ça devenait un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a eu une grosse réflexion dans le groupe par rapport à la focalisation de nos secteurs et de nos activités. Donc les clusters que vous connaissiez à l'époque sont ceux qui sont au-dessus. Nous avons donc rationalisé ces secteurs d'activité en 4 piliers principaux. Vous les voyez ici. Alors pourquoi cette rationalisation? Pourquoi cette stratégie? Ce n'est pas juste de la cosmétique, c'est une vraie réflexion managériale et stratégique qui a eu lieu au sein du groupe pour en fait arriver à 4 clusters qui ont à leur origine d'abord la direction stratégique du groupe, parce que on calque en fait nos structures managériales sur notre stratégie. Et notre stratégie, vous vous rappelez peut-être qu'on a toujours partagé un petit peu cette stratégie qu'on avait fait avec McKinsey, qui était de construire des champions locaux, de s'internationaliser sur des métiers où on avait une expertise internationale, et ensuite au milieu des secteurs qui avaient la possibilité en tout cas de se développer régionalement. Donc on avait 3 cœurs de 3 directions stratégiques pour nos activités. Donc ça c'était vraiment important de rester en ligne avec la stratégie. Ensuite il y a évidemment la capacité à créer du shareholder value, la capacité à créer de la valeur pour l'actionnaire. C'est important de garder ça toujours en ligne de mire, de se dire comment est-ce qu'on peut s'organiser pour amener des résultats financiers et une création de valeur en ligne avec ce qui est les attentes donc des actionnaires. Et ensuite, last but not least, c'est notre benchmark, notre bench strength managérial, parce qu'il faut se structurer, s'organiser autour de métiers pour avoir des hommes et des femmes qui puissent amener de la valeur. Je dirais que ces trois choses nous ont aidés, en tout cas, ça a été un petit peu les boussoles, si je peux m'exprimer ainsi, qui nous ont amenés donc à la création de ces 4 secteurs d'activité qui sont plus clairs, plus simples et qui donnent donc du focus au groupe. Donc, plus tard, je vous parlerai de ces secteurs de façon on ira un petit peu en dessous sous le capot, parce que là vous voyez un petit peu la surface. Je vais essayer de vous donner un petit peu plus de contenu à ce que ces secteurs vont faire, et on parlera ça dans la revue opérationnelle. Je passerai la parole à Cédric qui va vous partager le chiffre. Merci Patrice. Donc oui, je vais vous partager quelques chiffres sur la performance du groupe. Avant de revenir avec Patrice reviendra sur la performance des clusters en particulier. Donc pour vous donner un peu les pictures sur la performance de cette année, donc on a franchi cette barre symbolique des 120 milliards de roupies de chiffre d'affaires. On était l'an dernier à 100 milliards, donc une belle croissance de 19% sur le chiffre d'affaires consolidé. Ça se traduit de façon encore plus forte dans le operating profit qui croît de 36% à 7,4 milliards de roupies, donc on était à 5,5 l'an dernier. L'EBITDA, on passe la barre symbolique des 12 milliards. On était à 10 milliards l'an dernier, on est revenu cette année à 12,8, c'est une croissance de 28%. Le profit de l'année est en baisse de 11%, on était à 5,6 l'an dernier, on est passé à 5. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est vous donner un peu la perspective si on enlève tout ce qui est other gains and losses, qui est de nature non récurrente, qui change dans l'année. Et donc là, on est sur une croissance de 69% sur les activités continuing activities. Donc ça vous donne une idée des fruits qu'on récolte aujourd'hui de ce focus opérationnel sur vraiment amener de la performance dans les opérations, amener cette excellence opérationnelle. On est donc sur une croissance de 69%. Et si on ajuste pour notre participation, parce qu'on a vendu partiellement ce qu'on a dans le Trasia, et on va intégrer ce qu'on va partir dans le prochain, ce qu'on appelle le underlying qui est ici, on sera sur un chiffre de 3,5
3 milliards de roupies. Et le gearing, donc le ratio d'endettement du groupe, est en baisse de 47, et à 47%, après retraitement pour la dette de Ceeboo qui était déjà dans le bilan au 30 juin, mais le deal a clôturé au 1er juillet, donc on a la dette sans avoir les actifs. Et après avoir ajusté aussi pour la vente partielle d'Astrasia. L'endettement est en baisse suite à ces deux éléments. Donc Patrice a fait allusion à la performance sur tous les clusters, mais vous pouvez voir ici donc, le cœur un des très très bons performants, c'est ça qui a vraiment très bien performé cette année, c'est Retail, qui a contribué pour moitié aux 20 milliards d'augmentation du revenu. On a plus de 10 milliards d'augmentation du chiffre d'affaires sur le Retail. Consumer Brand Distribution a contribué à 3,5 milliards de revenus en plus, sur 4,2. Les services 1,6. On a une croissance à 2 chiffres sur l'ensemble des clusters. Je crois que pas ces services à 10%, mais sinon on est à 28% de croissance sur le surveillance, 15% sur Consumer Brand Distribution et 19% sur le Retail. Alors, on a évoqué effectivement inorganique versus organique. Du second idéal, c'est que la croissance inorganique en réalité est autre. Donc, si on regarde ces 19% de croissance, elle se décompose en 13% organique, donc les opérations existantes, et 6% inorganiques, les opérations d'acquisition. Mais quand on regarde un niveau en dessous, on se rend compte que ce inorganic growth de 5,9 milliards de roupies, en réalité, c'est lié à, elle l'a dit, c'est essentiellement lié à des transactions qui avaient été déjà annoncées, décidées en 2024. Dedans, on a l'intégralité de Basalt à La Réunion, donc l'acquisition que l'EP a faite, mais qui a en fait clôturé le 1er juillet de l'an dernier. Donc techniquement, c'est une opération de cette année, mais qui avait déjà été signée et agréée l'année d'avant. On a l'impact de la consolidation sur l'année complète de Run Market, parce que Run Market à La Réunion n'avait contribué que 10 mois de 2024. Et même chose pour Harley, qui est donc notre business de distribution dans la santé en Afrique de l'Est, qui avait contribué que 8 mois sur l'année précédente. Donc en fait, la seule opération de cette année qui est vraiment de l'année en cours, c'est l'acquisition de Clinique Pasteur, et c'est honnêtement ça contribue pas énormément par rapport à la on était vraiment sur une année de consolidation de la croissance organique et d'intégration des opérations de l'année 2024. Donc cette contribution des secteurs dans les différents clusters, on la voit encore sur les bidas qui augmentent de 28%. Tous les clusters sont en hausse, avec en particulier Retail, qui a 3 milliards de bidas supplémentaires. Pour faire un point sur la répartition des secteurs, des clusters en termes de revenus. Le retail contribue plus de 50% du revenu du groupe aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir sur le business model du retail, c'est que ça va être des modèles à fort volume, fort revenu, marge basse, parce que bien évidemment on donne le maximum de pouvoir d'achat aux consommateurs, mais derrière on a un cash cycle qui est très attractif, avec un besoin en mouvement négatif. Et relativement à des activités industrielles lourdes, on investit dans les magasins, mais ce n'est pas non plus des énormes investissements en capital fixe. Donc en termes de retour sur investissement, ce sont des business très intéressants, particulièrement en Afrique de l'Est. Et là, on voit vraiment les bons choix stratégiques qui ont été faits, avec la EVAS en particulier, qui contribue de façon très très forte, avec des taux de retour sur investissement qui sont vraiment très intéressants. Donc revenu 51% du revenu. Consumer Brand Distribution 20%, Industrials 15% et Services 14%. Et 54% aujourd'hui du revenu est donc contribué par nos activités dans les frontières de police. Si on regarde l'operating profit, donc comme je l'expliquais, là on est beaucoup plus équilibré que le revenu, le fait des différents profils de marge des business. Donc le retail contribue 25% à 2 milliards de roupies. Consumer Brands Distribution 26, Industrials 17, Services 33, et 46% de l'operating profit est généré par des fonctions mauriciennes avec une performance vraiment notable pour le coup de 79% d'augmentation sur le retail. Qui entre autres, la performance de Winners malgré toutes les hausses de cours auxquelles Winners devait faire face, la performance très forte de Naivas et le retournement de cours à La Réunion sur le marché.
market qui sont une EBITDA positive cette année. Juste un point sur le gearing. Donc, comme vous le savez, cette expansion du groupe s'est faite sans faire appel aux actionnaires. Donc, à la fois par les cash flows opérationnels du groupe et par de l'endettement. Donc, on est sur une trajectoire suite à l'absorption de toutes ces acquisitions. Maintenant, on est vraiment dans une phase de deleveraging qui se confirme cette année. On est à 4,7 fois le ratio de dette sur EBITDA, de la dette sur EBITDA en 2023. On est passé à 3 fois cette année. Et le gearing, comme je le faisais allusion auparavant sur le ratio d'endettement, il est de 47% une fois qu'on ajuste pour Cibou et pour Afrasia. Donc, c'est des choses qu'on travaille avec on a une très très bonne relation avec nos banques, à Maurice, à La Réunion, à l'Afrique de l'Est. Mais on travaille aussi à réduire nos frais financiers et à réduire notre endettement. Et la direction qu'on a prise, c'est aussi d'avoir une approche où les opérations de croissance externe d'avenir sont beaucoup plus portées par les opérations que par IBF. La DISCO, donc par exemple, c'est le cas de Cibou, la dette est portée par Phoenix Bank, c'est le cas de Basalt à La Réunion, c'est UBP qui porte cette opération sans soutien d'IBM. Donc c'est vraiment la trajectoire qu'on a prise, c'est de faire en sorte que les opérations portent les business units portent leurs opérations externes. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, ravi d'y répondre, et sinon on va passer à la revue des clusters avec Patrice. Merci. Alors, on va parcourir rapidement la revue donc, opérationnelle et financière de ces clusters. On va commencer par le retail. Je crois que Aivas, Wineuse, Market, vous connaissez à peu près ces activités. Je ne vais pas m'attarder dessus, plutôt sur la performance. Comme le soulignait Cédric, la performance du retail a été exceptionnelle. On a vraiment fait une très très belle année avec une augmentation du chiffre d'affaires, mais une augmentation notable de l'operating profit. Toutes les activités, d'une façon ou d'une autre, contribuent à ce résultat. Naevas poursuit sa stratégie d'expansion en Afrique de l'Est. Elle a été un petit peu moins agressive cette année-ci par rapport aux années précédentes, mais il y a quand même une dynamique de croissance extrêmement intéressante sur le pays. Nous avons aussi travaillé fortement sur l'efficience des magasins. Donc, tout ça a amené du résultat. Wineuse, une année plus compliquée parce qu'on a pris de plein fouet des augmentations salariales qui ont été au-delà de 100 millions de roupies pour une chaîne de supermarché comme Wineuse. Ça, on a pris un coup, un vrai coup. Mais bon, encore une fois, on devient plus innovant, plus efficient et on va chercher du chiffre ailleurs. Mais Wineuse a souffert un petit peu ces années dernières de ces augmentations salariales. 2500 employés, ça va vite. Hein. Donc une augmentation, un 14e mois, tout ça, ça s'ajoute. Et ça va très très vite quand on a 2500 personnes dans une activité. Et last but not least, la Réunion, donc One Market, où on voit un vrai retournement. On a pris une activité qui allait très mal il y a 3 ans. On l'a remise sur pied. On est déjà en train de générer de l'EBITDA positif. Toutes ces améliorations, vous les voyez donc dans ce chiffre qui est donc extrêmement encourageant. Alors ensuite, ce qu'il faut que vous compreniez dans le retail, c'est que bien souvent on nous dit ouais, mais vous faites des supermarchés, vous êtes à La Réunion, vous êtes au Kenya, vous êtes à Maurice, pourquoi qu'allez-vous faire pour optimiser tout ça? Donc sachez qu'il y a un gros travail stratégique derrière ce cluster retail pour identifier des initiatives, ce que j'appelle des initiatives horizontales, des initiatives qui pourront avoir de l'impact sur les 3 territoires. On parle là de l'intelligence artificielle, on parle des programmes de fidélité, on parle de toutes ces choses qui en fait sont transposables dépendant peu importe le territoire. Donc il y a beaucoup de travail sur l'efficacité, sur l'efficience, sur les achats. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup sur les achats parce qu'aujourd'hui le cluster retail de groupe pèse $1 milliard. Donc, on a passé le $1 milliard de chiffre d'affaires. Quand vous avez cette force de frappe, il faut aller chercher les efficiences. Il faut aller vraiment
comme Arnaud disait, il faut aller chercher de la valeur pour le consommateur. Donc on est vraiment en train de travailler, maintenant qu'on a posé un petit peu le jalon sur les différents territoires, on est en train de travailler sur la structure, sur l'optimisation de ce secteur, et nous l'espérons, bien évidemment, que ces performances vont continuer à s'améliorer dans le temps et qu'on va vraiment faire de ce cluster une vraie force de frappe. Question. Si vous permettez. Avec grand plaisir. Donc ces exercices d'application sur les différents territoires, donc ça se fait avec des équipes spécialisées, précises. Chez vous ici à IBM Maurice, ou alors vous faites appel aux différentes équipes sur différents territoires? Alors on a un modèle hybride, c'est-à-dire qu'on s'assure que le patron de pays soit vraiment patron de pays. On n'est pas là, on ne pilote pas cette activité centralement, soyons clairs. On pousse la responsabilité managériale d'exécution sur le patron de pays, qui a un PNL, qui a un contrôle de son pays et qui dirige l'activité là-bas. Donc ça, on est vraiment dans un modèle de donner à chaque pays son cœur de responsabilité. Cela dit, on parlait du modèle hybride, on a des équipes centrales qui ont comme tâche d'appuyer ces patrons de pays sur des sujets, justement, j'appelle les sujets horizontaux. Donc on pense que c'est le meilleur modèle, on n'a aucune... voilà, ce serait absolument, à mon avis, ridicule d'essayer de piloter une activité kenyane de Maurice. C'est pas nous qui avons expliqué aux Kenyans s'il faut vendre des petits pois, du maïs, et à quel prix il faut vendre des petits pois, du maïs. Ils connaissent leur marché, ils maîtrisent leur territoire, ils maîtrisent leur clientèle. Et nous amenons au niveau du centre, le cluster retail, on a des compétences centrales qui aident à déployer des initiatives qui peuvent être applicables à tous les territoires. Voilà un peu le modèle managérial, et du reste, c'est un petit peu le même modèle par plus tard, de la santé, etc. Ce modèle, vraiment, on le réplique. Donc, vous avez parlé de Winners, vous avez ouvert deux Winners, Beaubassin, Quatre-Bonnes. Il y a d'autres stratégies un peu plus de ce style-là qu'un grand comme Tribeca et Trianon. Oui, alors, donc la stratégie de Winners, c'est ce que je disais Arnaud plus tôt, c'est-à-dire notre ancrage à l'île Maurice reste fort. Je crois que Winners est un exemple même d'un fleuron mauricien qui continue à se développer. On aurait peut-être cru qu'à un moment donné, on se dit on est arrivé un peu à maturité, on va pas grossir tellement plus. Mais c'est amusant, mais on continue à trouver des opportunités de croissance. Donc là, dans le cas de Quatre-Bornes, Curpy, de Beaubassin, c'est une opportunité, voilà, c'est Jumbo Express qui est sorti du marché. Donc nous, les supermarchés, c'est un petit peu notre forté. Donc on a surfé la vague, on a aussi un modèle, vous avez vu la vitesse à laquelle on a repris le magasin, on l'a déployé, aujourd'hui ça devient un petit peu dans notre ADN, cette capacité de réagir rapidement. On a un modèle qui fonctionne. Et nous pensons, voilà, on est extrêmement encouragés de feedback client les clients étaient heureux de savoir que Winners s'installait sur ces sites. Ensuite, on a des modèles, voilà, on a un modèle aujourd'hui un peu hybride parce qu'on ne fait pas que du super, on fait aussi de l'hyper. Je pense qu'on a démontré, plus que démontré aujourd'hui, qu'on peut être extrêmement efficace dans l'hyper aussi. Vous avez vu le succès de Trianon, enfin de Tribeca. Nous ouvrons en octobre Cascavel, le nouveau centre de Cascavel donc, va s'ouvrir. Là, on a plus de 4600, 4700 mètres carrés, donc c'est pas tout à fait Tribeca, mais c'est quand même un hyper. Donc aujourd'hui, on a un bon mix hyper-super, et je dois dire que aux équipes, ils ont développé cette agilité, cette compétence d'opérer sur les deux segments. Donc je crois que la croissance de Winners aujourd'hui va se faire. Alors, les hyper, il n'y a pas non plus 20 000, soyons clairs, on va avoir un peu plus de marge chez les super, dans des régions qui ne sont pas encore desservies comme elles le devraient. Mais on a su combiner ces modèles hyper, super, de façon assez... oui. L'enseigne Winners, c'est pas... Enfin, je fais un jeu de mots aussi, c'est pas Winners, par exemple, en Afrique, par exemple, c'est pas une enseigne qui pourrait... Non, les enseignes, on reste bien ancré dans le territoire local. On ne va pas essayer d'imposer une enseigne à un territoire qui non. L'IVAS a une force de frappe, ce serait pas très intelligent d'essayer d'amener Winners en Afrique. Autrement dit, derrière ces enseignes locales, par exemple en Afrique, etc., IBL n'est pas connu. On connaît l'IVAS. C'est ça. Mais IBL est... Oui, IBL n'a pas
pas besoin d'être connu. Ouais. C'est Winners le champion, c'est Naivas le champion, c'est Red Market le champion. Chacun développe sa stratégie. Où on est un petit peu behind the scenes, on amène le hardware. Est-ce que le consommateur se rend compte qu'il y a un groupe mauricien derrière cette image Je pense qu'en Afrique, le consommateur lambda, non. Parce que dans la communauté des affaires, oui, ils sont bien, évidemment, ils savent qui est derrière. Mais le consommateur lambda, et on ne cherche pas à faire d'IBL la marque retail kenyane, non. La marque, c'est Winners, c'est Naivas, c'est eux. Ils ont développé ce brand equity dans le pays et on veut au contraire conserver cet avantage. Êtes-vous confiant que Winners pourra augmenter sa part de marché à Maurice, sachant que en termes d'enseigne, nous avons Winners qui est le leader, il y a Intermart, il y a Way, il y a d'autres, il y a Carrefour et d'autres supermarchés, je crois qu'il y a Value Max aussi qui est présent en région rurale plus ou moins. Êtes-vous confiant que Winners pourra avoir une belle marge de croissance dans les années à venir, ou bien vous allez procéder à des acquisitions et de supermarchés, de supérettes dans des grands villages, ou bien dans les faubourgs, un peu en décalage des principales axes? Je crois qu'on est déjà en train de démontrer que cette croissance est là, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire nous ne sommes pas à la recherche de la croissance pour de la croissance, hein. On ne va pas aller faire des bêtises, aller juste se positionner partout, ouvrir des magasins pour dire que non, c'est de la croissance réfléchie. S'il y a une opportunité qui se présente à nous, on l'étudie, on l'analyse, et s'il y a matière à se positionner sur l'opportunité, on le fait. Donc, mais je pense que oui, nous sommes toujours en train de prendre un peu de marché. Bon, ensuite, le marché qui évolue, hein, tout est relatif. Le marché, aussi, la taille du marché a pris une certaine ampleur depuis un certain temps, donc il faut voir ça au niveau pourcentage de part de marché, mais nous sommes en train de nous saisissons des opportunités quand elles se présentent. Mais encore une fois, nous ne sommes pas à la course de part de marché, soyons clairs. On est très, très posé, très clair, très réfléchi dans notre stratégie de développement local. Alors j'aurais une question, je vais dire un peu fâcheuse à demander. J'aurais bien aimé entendre la réponse également. Vous avez affiché vos ambitions d'étendre vos opérations en dehors de Maurice, notamment 60% de votre chiffre d'affaires, vous souhaitez avoir en dehors de Maurice. Vous recrutez aussi beaucoup bien moureuses. Alors, est-ce que vous diriez que c'est quelque chose que vous souhaitez faire depuis 2021? Est-ce que vous diriez que le monde des affaires à Maurice est devenu compliqué, c'est complexe? Est-ce que c'est difficile de faire les affaires à Maurice? Et voilà. Je peux répondre. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé avec les dernières élections? Ouais. Je pense que, primo, notre responsabilité auprès de nos stakeholders, c'est d'amener de la croissance. En clair, on n'est pas là, Maurice ou pas, environnement des affaires ou pas. Le groupe a toujours une volonté d'amener de la croissance, d'aller chercher la croissance là où elle se trouve. Oublions les changements de gouvernement qui, je pense, ne sont pas même. On n'opère pas une activité parce qu'on a opéré à l'île Maurice depuis des décennies. Les gouvernements bien et différents gouvernements mettent en place différentes mesures. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que ça a été. Voilà, ça fait. On est ici depuis 1830 et on sera ici, j'espère, jusqu'en. Ce qu'on va chercher, c'est de la croissance. Le territoire africain nous amène de la croissance. On voit ça au niveau des supermarchés, on voit ça au niveau du médical. Je vous fais une petite anecdote. On est dans la distribution médicale. J'en parlerai plus tard. J'en parle maintenant, donc ne me faites pas répéter la même chose plus tard. Il y a 250 pharmacies à Maurice. Voilà le marché médical. Vous arrivez au Kenya. 3000 pharmacies officielles. 6000 pharmacies officielles. On ne touche que 3000 pharmacies. C'est-à-dire qu'il y a encore 3000 pharmacies à aller chercher. Ça, c'est le réseau officiel. Maintenant, on rentre dans le réseau inofficiel. On ne touche pas. On touche via des distributeurs. Si vous rentrez dans le réseau inofficiel, il y a 12 000 pharmacies à aller chercher. Donc, la stratégie c'est aller chercher la croissance là où elle se trouve. Ensuite, pour revenir à l'île Maurice, on est
fermement ancrés à Maurice. Du reste, la croissance de Windows, l'investissement dans les énergies renouvelables, les rénovations d'hôtels. Je crois que tout ça, pour vous prendre un petit peu, la question n'est pas du tout fâcheuse, c'est une bonne question, mais j'y réponds avec grand plaisir. Le groupe continue à investir à Maurice, mais le groupe ne peut pas se contenter de rester à Maurice et de s'asseoir là en se disant ben, on ne va pas ailleurs. Ce serait vraiment stupide. C'est-à-dire nous devons aller chercher cette croissance ailleurs. Ensuite, l'environnement, oui, il peut être un peu mieux pendant un certain temps, il peut se dégrader un petit moment, ensuite ça s'améliore. Et je pense qu'on a l'habitude, le groupe, de naviguer ces environnements. Vous savez, on a les mêmes challenges, on parlait des analystes financiers ce matin, on a les mêmes challenges en Afrique. On passe par des moments plus compliqués. L'année dernière, on a eu des magasins qui ont été pillés au Kenya. Donc, je crois que le groupe a su être agile et continuera sur cette voie d'agilité. Et je finirai sur cette phrase, qui répond, je l'espère, à vos interrogations. Justement, dans la stratégie que vous parlez, on a l'impression qu'il manque une grosse pièce de puzzle régionale, c'est Madagascar. Donc, monsieur le gestion de souligner, heureusement que le pense avant, effectivement, dans la situation précédente. Mais est-ce que ça fera partie des. Est-ce que c'est dans nos prévisions? On a dit c'est un pays compliqué, effectivement, mais qui recèle de grosses opportunités de développement. Je pense notamment à l'énergie et à la grande distribution. Oui, alors c'est vrai qu'on a été moins présent à Madagascar, mais on est présent à Madagascar. On a une présence sur le secteur de la logistique. On est représentant d'Aerostral sur le territoire malgache. On fait de la distribution FMCG avec une activité de One Active et de Health Active. Donc nous avons une activité sur Madagascar, mais qui, je l'avoue, est plutôt petite par rapport à ce qu'on fait ailleurs. Oui, on regarde Madagascar avec attention. Je vous parlais de la grande distribution, on n'a pas de plan immédiat pour être présent sur la grande distribution à Madagascar, donc clairement notre question. C'est un territoire qu'on regarde, mais de façon assez prudente et voilà, on ne peut pas être partout non plus, faire attention de ne pas s'éparpiller sur tous les territoires. Voilà, mais on est présent à Madagascar pour répondre à votre question, c'est juste plus petit par rapport aux autres territoires. Ok, pour le retail, vous avez. C'est bon? Ok, donc je passe à l'activité de consumer brand et distribution. Donc ce nouveau cluster, voilà, vous connaissez Phoenix Bev, Edena, l'île de la Réunion, Seychelles Breweries, on vient d'en parler, on a Active Arles. Donc sur le secteur beverage, c'est quand même intéressant, comme Arnaud l'expliquait plutôt, on est vraiment en train de créer un business régional avec un Coca-Cola qui nous fait confiance sur Maurice, l'île de la Réunion et les Seychelles. Arles et Health Active sont déjà un cluster régional. On est en train de regrouper ces activités, de centraliser les achats. Donc, tous les sujets dont je vous parlais un petit peu sur le retail, on les retrouve sur le secteur de la pharma. Donc c'est vraiment ce changement de business model d'avoir des écosystèmes qui opèrent indépendamment et les écosystèmes deviennent des clusters en eux-mêmes, si vous voulez. Donc là, on retrouve vraiment ça sur Health Active et Arles. Brand Active qui est présent, ben voilà, un cluster, une activité qui est présente à Madagascar, qui est présente au Kenya, qui est présente aux Seychelles, qui est présente à Maurice et qui sera présent nécessairement sur l'île de la Réunion. Donc, dans chacune de ces activités-là, vous avez un écosystème en lui-même qui est en train de se développer. Sur les résultats de ce cluster, vous verrez donc, une augmentation en chiffre d'affaires, un profit stable. Il faut savoir que Phoenix Bev s'est quand même endetté, je crois que c'est ça encore une fois plus tôt, je ne vais pas répéter. Phoenix Bev s'est endetté pour. Il y a des coûts financiers à tout ça qui fait que ça vient impacter un petit peu l'operating profit. Mais toutes ces activités sont en train de se développer régionalement. Je dois dire que je suis très heureux et très fier de ce qui est en train d'être fait sur le secteur de la distribution médicale au Kenya. Il n'y a pas que le Kenya, il y a aussi maintenant l'Ouganda, la Tanzanie, où on a des activités on a des bureaux qui sont naissants, donc il faut vraiment créer et développer cette activité sur la région.
Mais il y a une vraie force de frappe régionale qui est en train d'être mise en place. Et tout ce dont je vous parlais par rapport aux structures managériales au niveau du retail et comment créer justement un centre régional de talent pour appuyer cette régionalisation, on est vraiment en train de la mettre en place sur le secteur de la distribution médicale, qui devient un petit peu pour moi un peu le benchmark d'un modèle de régionalisation. Ils sont vraiment, on avait probablement un peu de chance dans tout ça, on avait une force de frappe humaine, capital humain existant au sein de l'activité mauricienne, donc on a pu déployer ces ressources rapidement sur l'Afrique de l'Est, positionner des hommes et des femmes dans des postes clés, et tout ça pour travailler en étroite collaboration avec les familles. Dans ce modèle de régionalisation, on s'est mis en partenariat avec des business familiaux du Kenya, et donc on a une valeur ajoutée envers ces familles pour qu'ils soient convaincus que nous sommes bien le bon partenaire pour développer leur activité dans la région. Donc ce modèle-là est en train de fonctionner sur ce cluster. On va essayer de faire un peu de cross-fertilisation et d'amener un petit peu ces recettes, ces ingrédients de régionalisation sur nos activités. Je pense que l'année prochaine, on devrait certainement voir des résultats, des operating profits en hausse, parce que tout ça est en train d'être un peu, voilà, disons que tout ça est en train de décoder en ce moment, et on devrait voir des résultats extrêmement intéressants pour les années qui arrivent. J'ai une question par rapport à Phoenix Bev. Peut-on savoir un peu le montant de vos investissements à La Réunion, parce que vous allez embouteiller et distribuer des produits Coca-Cola? La Réunion, c'est pas un rachat, hein, ça va être une expansion de l'activité actuelle. Donc il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'achat qui se fait, ça va être de la croissance organique, des lignes d'investissement qu'on va faire sur les lignes de production, pour faire du Coca-Cola. Il y avait une question ce matin sur les Seychelles, le montant du rachat. Aux Seychelles, on a investi 75 millions d'euros, et on va prendre 54,4% de Seychelles Province. La Réunion, une vingtaine de millions d'euros additionnels pour le déploiement des lignes nécessaires à l'embouteillage des produits. Par rapport aux Seychelles, vous avez un investissement assez conséquent par rapport aux Seychelles. Quand vous dites 54,4%, est-ce que vous reprenez également toute la liste de produits de Diageo, si on dit le nom, vous avez tout le portefeuille de whisky haut de gamme, et Baileys, vous avez Singleton, vous voulez le tout. C'est produit appartient à notre Diageo, et on a un centre de distribution de toutes les marques Diageo sur le territoire séchellois. Que sur le territoire séchellois, pas de la région. Est-ce qu'il y a cette possibilité que ça soit étendu de la région, sachant que Voilà, donc beau secteur, belle dynamique, belle croissance. Pardon, oui. Au niveau de la santé. Oui. Donc, quelle est votre stratégie pour Maurice? Life. Et le marché de la santé, c'est pas rien. Alors la santé, on en parlera plus tard, si vous voulez bien, ça fait partie du secteur du service. En effet, là on est plutôt en B2B, en distribution médicale. La santé sera plus dans le secteur B2C, si ça peut, on en parlera un petit peu plus tard. Ok, donc voilà un petit peu l'overview du consumer brand et la distribution. On passe sur le secteur industriel. Alors là, voilà, ce sont plein de métiers, mais c'est des métiers qui ont le même ADN, c'est le métier industriel. Qu'on soit à Basalt, qu'on soit chez Monster, qu'on soit chez CNOI, qu'on soit dans le seafood, qu'on soit dans le sucre, c'est l'industrie. Donc c'est ce que je vous expliquais plus tôt. Ce sont des métiers où on a des patrons de l'activité qui ont une fibre industrielle et qui ont des produits différents, des problématiques différentes, mais on est bien dans le monde de l'industrie. Alors sur ces activités, nous avons une croissance du chiffre d'affaires, une croissance de l'operating profit. Alors quelques highlights, parce qu'il y a beaucoup d'activités, on parle de pas mal d'entreprises. Commençons peut-être par UBP. Donc, UBP a une
une performance tout à fait honorable cette année-ci. Il faut savoir que la BASAD est venue consolider l'activité UBP est un important contributeur aujourd'hui au bottom line du BP. Et c'est extrêmement intéressant de voir, aussi sur l'impact de la régionalisation, de voir le cross-fertilisation entre les produits réunionnais, les produits mauriciens. Donc il y a vraiment de quoi, voilà, on peut apprendre l'un de l'autre et on peut dynamiser l'activité UBP via ces échanges d'idées, de concepts, de méthodes de production. Donc oui, une belle performance du BP avec des coûts, là aussi des coûts financiers, on en parlait plutôt liés à l'acquisition. CNOI a fait une très belle année. CNOI fait de la réparation et de la construction navale. Donc s'il y a un peu de moins de la réparation est plutôt stable, parce que c'est tous les tonniers de l'océan Indien qui viennent relativement régulièrement se faire cariner. Donc on a un flux d'affaires relativement stable au niveau de la réparation. La construction est un petit peu plus cyclique. On a une belle année de construction cette année-ci, donc beaux résultats qui sont en ligne donc avec ces flux. Manchester Saxon, une année plus compliquée. Là aussi, un peu comme Wimeuse, 2500, 3000 employés. On a 3 augmentations de salaire en un an et un 14e mois. Sur 2500 personnes, ça fait mal. Et dans le cas du contracting, les contrats pour lesquels on s'est engagé, on ne peut pas venir aller voir un client, un hôtelier, et lui dire, vous savez quoi, le gouvernement a donné un 14e mois, je vais augmenter votre prix. Ben non. Malheureusement, les coûts additionnels sont à notre compte et on attend le prochain contrat pour remonter la pente. Donc on a vraiment été impacté fortement par hors augmentation des coûts de salaire. Monster aurait fait une très belle année. Donc voilà, on a eu ce petit dip. CMA, c'est toute l'activité commercial engineering, BICAM, etc. Belle année. On est en ligne avec les résultats qu'on avait prévu. Le seafood, un petit peu plus difficile, avec les changements un petit peu, les changements d'actionnaires. Il y a Mitsubishi qui a vendu son activité la holding en Angleterre, Princess Foods, qui a été racheté par une société italienne, changement managérial au niveau local. Il y a eu des petites difficultés pendant l'année écoulée. Là, les résultats ça a l'air en tout cas de s'améliorer un petit peu. Et on suit ça de près, bien évidemment, parce que c'était un cluster qui a apporté beaucoup de résultats et qui a pris un petit coup dans l'année écoulée. Donc, on croise les doigts pour que tout ça se redresse. Évidemment, on y prête une attention particulière. L'agriculture et l'énergie, les Alteo et Niwa, bonne performance, malgré les prix du sucre qui ont un petit peu. Voilà, les prix sur le marché du sucre international n'étaient pas les mêmes que l'année dernière. Ce sont des activités avec de gros coûts fixes. Dès que le prix du sucre à la tonne baisse, les profits baissent avec. Donc c'est malheureusement un petit peu cyclique, mais je dois dire qu'une entreprise comme Alteo aujourd'hui a vraiment équilibré son portefeuille avec du property, avec de l'énergie, avec donc on arrive à absorber les baisses de prix sur le marché de façon plus intéressante par rapport à ce que c'était avant. On était plus ou moins simplement dépendant d'un prix du sucre. Aujourd'hui, ils ont un portefeuille qui est beaucoup plus équilibré au niveau de l'agri, au niveau du property, au niveau de l'énergie et bien évidemment au niveau industriel. Donc voilà, je dirais que Alteo et Niwa, c'est un petit peu la même explication qui explique un peu une baisse des prix au niveau du marché. Et là, c'est notre ICBA Énergie qui se développe de façon assez intéressante. Il y a 36 MW de projets solaires CNIS qui démarrent dans quelques mois. On a obtenu quasiment tous les permis. Donc c'est quand même une grosse contribution que le groupe fait. Voilà encore un exemple de notre ancrage à l'île Maurice, de participation à l'écosystème mauricien, la production énergétique. 36 MW de centrales qui vont démarrer à partir de l'année prochaine. L'activité d'IBL Énergie via sa filiale Équateur Énergie en Afrique de l'Est. Après, voilà, on a racheté une activité où il y avait un founder CEO, une transition un petit peu difficile. Donc, tout
tout ça est entré un petit peu dans l'ordre. Il y a un nouveau patron qui a été nommé. Je dois dire qu'il y a une belle dynamique de croissance. Nous avons signé la semaine dernière un contrat de 10 MW avec Mombasa Cement. Et donc nous continuons à avancer notre stratégie. Cette activité n'existait pas il y a 5 ans. Je pense qu'en fin d'année prochaine, on touchera les 100 MW de capacité énergétique produite sur le continent africain et mauricien. C'est quand même 100 MW en 4 ans, c'est une belle performance, nous en sommes fiers. C'est un petit peu les métiers relais, c'est un peu les métiers d'avenir. À un moment donné, il faut aussi prévoir un petit peu, planter l'arbre qui donnera un peu d'ombre dans quelques années. Et donc voilà, donc je dois dire qu'on est content de la tendance. When trend is your friend, donc trends are good. We are on the right trends. Par rapport aux 100 MW pour 100 portefeuille africain, portefeuille mauricien. Par rapport à l'industrie sucrière, vous êtes présent à travers Miwa en Tanzanie et au Kenya. Et ces 2 dernières années, nous savons tous que l'Éthiopie veut se désinvestir de ces unités sucrières qui roulent à perdre, quoique ça a un fort potentiel de croissance. Et dans votre logique de chercher de la croissance dans les pays là où se trouve cette croissance-là, est-ce que vous avez bid pour faire des acquisitions pour des sucreries en Éthiopie, que ce soit à travers Alteo ou bien oui, on suit ce qui se passe sur le territoire, notamment l'activité dont vous parlez en Éthiopie. Oui, on a eu la chance d'étudier cette opportunité. Oui, BY toujours scrute les opportunités et s'il y a matière de se positionner sur une sucrerie ou sur un projet, BY le fera. BY, comme toutes les autres activités, opère sa stratégie, a sa propre stratégie, va chercher de la croissance, mais un peu comme je vous disais plus tôt, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas parce qu'il y a une usine en Éthiopie ou en Éthiopie, non. Tout ça a été réfléchi et posé, mais oui, BY est à la recherche de croissance. Et sur le cluster énergie, les chiffres, on en a parlé à maintes reprises, et le vice-premier ministre et le ministre de l'énergie, on a parlé des turbines allant de 15 ans et à 37 ans. Pendant, je crois que plusieurs années, Alteo est en négociation avec le gouvernement et le CEB pour avoir une centrale plus efficiente et dont oui, je pense qu'il y a des relations, des discussions qui sont extrêmement cordiales entre les parties aujourd'hui. Je pense que tout le monde a compris que l'énergie était un problème national. Sans capacité énergétique, on ne peut pas faire avancer un pays, on ne peut pas amener de la croissance, on ne peut pas. Donc, ces discussions et ces contrats qui ont été renouvelés du reste tout récemment. Mais voilà, mais il y a un sujet énergétique, c'est-à-dire soyons clairs. Et le plus de visibilité que les acteurs auront sur le marché, je pense que le mieux ce sera pour tout le monde, parce que ça permet aux acteurs de se positionner, d'investir et de prévoir le futur. Donc le mieux, le cadre est défini, le mieux la visibilité est donnée, je pense que le mieux tout le monde se portera. Parce qu'il y a un sujet, je pense que généralement les dirigeants actuels l'ont bien identifié, nous restons confiants et que ce cadre sera bien posé et que ça aidera en tout cas les acteurs à prendre des bonnes décisions et à poser le bon diagnostic. Et alors, justement pour le secteur de l'énergie, c'est quoi vos ambitions pour Maurice? Par exemple, je sais que comme Nikkei, ils pensent ouvrir une ferme solaire de 5 MW, c'est pas énorme, mais c'est très quand même. Il y aura une ferme solaire flottante qui sera ouverte avec le soutien de l'Inde à Towering Falls. Est-ce que c'est quelque chose qu'un acteur mauricien aurait pu faire, envisager? Alors, les fermes flottantes, on va parler là, c'est pas trop notre truc, mais comme je vous disais, donc, sur le programme CNIS, nous avons investi plus d'1 milliard de roupies pour une production de capacité de 36 MW. Donc ces projets vont démarrer dans les mois à venir. Donc il y a un vrai, il y a un vrai commitment que le groupe a même le secteur énergétique. C'est un projet, c'est un réseau, c'est une solaire. C'est sous le programme CNIS, qui était un programme initialement qui a été conçu pour les industriels. Et
je sais qu'il y a plein d'idées de concevoir des programmes similaires pour l'industrie, l'hôtellerie. Nous sommes en tout cas, nous serons présents, nous répondrons à l'appel si les bons programmes sont posés. Le groupe, voilà, le groupe a un commitment et un rôle à jouer pour assurer l'efficacité de. C'est une seule ferme ou c'est différents sites? C'est 2 sites. 2 sites. 2 sites. Un site à Olivia, je crois, et l'autre à Caillon. Excusez-moi, Arnaud, malheureusement, on va devoir se déplacer, donc je vous propose de terminer la présentation, et s'il y a des questions supplémentaires à la fin, on répondra à ce moment-là. Désolé. Merci. Oui, vraiment désolé, un analyse meeting de mi-mois dans une heure. Alors, au niveau des services, qui est le 4e cluster du groupe, on a mis donc l'hôtellerie, de l'immobilier, la partie médicale opération et la logistique donc pour regrouper l'ensemble de ces services. Vous connaissez bien certaines de ces compagnies puisque 2 d'entre elles sont déjà cotées sur le marché. Donc là, c'est Blue Life. Belle année dans l'hôtellerie malgré tout, aidée certainement par une dépréciation de la roupie ou une appréciation de l'euro, mais aussi par des performances intrinsèques solides, taux d'emplissage et d'efficience opérationnelle à Maurice, aux Maldives et à La Réunion au Lux. Sur la management company de Lux Collective, elle suit l'ambition du groupe donc, de développer ses management contracts à l'international. Nous avons signé au cours des derniers mois pas mal de contrats de management en Afrique, notamment pour un nouveau segment qui sont les loges, un segment nouveau revenu. Et nous sommes également très focalisés sur le potentiel au niveau des Émirats arabes. Et forcément, il y a toujours la Chine qui occupe une partie de notre énergie. Donc, on est dans une direction intéressante. On était un petit peu soucieux de l'atterrissage post-revenge tourism, comme on l'a appelé, post-Covid. Mais il semblerait que, en tout cas, la destination continue à porter ses fruits. Ceci étant dit, c'est extrêmement important qu'on ait une réflexion plus en profondeur sur la destination Maurice, le challenge des plages, de la propreté, des chiens errants, des employés et du brand Maurice Incorporated. Pour donc le petit Blue Beach, c'est la compagnie immobilière du groupe qui accompagne principalement le développement des opérations du groupe, que ce soit au niveau des supermarchés, que ce soit au niveau de la logistique principalement, et elle est en train également prendre des positions en Afrique de l'Est. Nous avons un partnership avec un opérateur dans du warehousing en Nairobi, donc c'est une première, qui devrait s'ouvrir en octobre, et nous sommes déjà en train d'envisager une deuxième phase de développement là. Blue Life, bon, là, il y a un petit coup de chaud avec le budget, puisque une partie importante des dispositifs de la Smart City Act avait été en tout cas remis en question. Chemin faisant, lobby faisant, et le gouvernement donc, a maintenu des positions sur les accords qui avaient été signés avant, et ce qui donne de la visibilité pour ces développeurs immobiliers qui sont notamment Blue Life et autres. Voilà. Sur la partie services financiers, nous avons donc fait des investissements, comme vous avez pu le voir, d'Afrasia. On est descendu de 30 et quelques % à 7,9%. On fait confiance à Access Bank, qui est un groupe en pleine expansion, pour africain d'origine nigériane, qui est en pleine expansion sur le territoire africain, mais aussi européen et asiatique. Et donc, on a décidé de rester minoritaire partenaire d'Access dans ce journey d'Afrasia. Pour le reste des services, ça marche bien au niveau assurance, global business, réassurance, brokerage et insurance brokerage. Rien à tel particulier dessus. La partie medical life, je pense que c'était vous qui avez posé la question. Oui, je comprends. Effectivement, on est dans un paysage où la compétition est sévère à Maurice, et je dois dire au bénéfice du consommateur, encore une fois, parce que je pense qu'à Maurice aujourd'hui on peut pratiquement se faire traiter de tout, enfin, médicalement, j'entends, évidemment, et
Et donc, c'est une bonne chose, mais c'est vrai que les challenges sont importants pour un nouvel entrant que nous sommes. On est petit encore sur Tamarin, sur Forbach. On a pris une position sur Compasteur qui est assez centrale, avec une cinquantaine de lits. On fait notre chemin petit à petit. On n'a pas l'ambition d'être les sicaires de demain, mais il y a de la place. En tout cas, on estime qu'il y a de la place pour un opérateur bien particulier et encore une fois proche de cette patientèle à venir, et surtout dans un segment où on offre de la santé pour tous. Je pense que c'est un souci de ce coût de la santé à Maurice, marqué par les assurances derrière, et on veut essayer de disrupter un peu le modèle en offrant quelque chose qui soit en tout cas accessible à tous. Vous avez fait l'acquisition de la clinique de Pasteur. Oui. Est-ce que vous avez d'autres établissements hospitaliers à Maurice? Alors, on a du daycare à ce qu'on appelle l'ambulatoire à Forbach et à Tamarin également. Et on n'a qu'une seule clinique qui a les lits aujourd'hui, en tout cas en 24/7, qui est Compasteur. Et vous avez des ambitions à faire une enseigne? Écoutez, on développe la marque Life Together, qui est notre marque. Et on va avancer petit à petit sur ce sujet, avec l'ambition de mettre également des lits et de faire la clinique de Forbach et de celle de Tamarin du 24/7 également. Quel est le montant de la transaction Aphasia Access? 117 millions de dollars pour la partie des 22,4%. Et est-ce que c'est une décision, est-ce que vous êtes content de la décision, sachant que vous avez accompagné le groupe GML et ensuite IPL a accompagné Aphasia dans sa transformation 15, 17, 20 dernières années? 18 ans. 18 ans. Non, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. La banque est une opération très particulière, très régulée. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut dupliquer. Je crois que le succès qu'on a connu ici, on ne pouvait pas se dire qu'on allait ouvrir Aphasia Kenya, ou Aphasia Réunion, ou Aphasia Seychelles. Donc on a préféré prendre un peu de recul, laisser le manche à des professionnels, un opérateur qui est up and coming sur le paysage africain, et de rester minoritaire à leur côté. Par ailleurs, cela nous a permis de compléter le financement de notre stratégie de développement. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il faut savoir prendre des bonnes décisions, de sortir et de wrap the benefits. Voilà. Maintenant, dans 10 ans, on se dira, voilà, vous savez, ceux qui ont acheté de la MCB à 35 roupies, 100 roupies, il y a 5 ans que ça, on ne peut peut-être pas penser que ça en vaut 400 et quelques aujourd'hui. Mais ceci étant dit, globalement, dans le portefeuille et dans la gestion de ce risque, c'est des comparateurs là, cette décision était vraiment réfléchie, et en tout cas, moi, je suis heureux de la transaction. Je suis surtout heureux de voir Access être parmi les opérateurs à l'île Maurice pour un développement à travers Maurice régional. Donc financer vos développements à l'externe, ou bien de manière générale, et ensuite rembourser vos dettes. Oui, exactement. Voilà, et puis la partie logistique, pas grand chose à dire, c'est important dans notre dispositif. Patrice en parlait tout à l'heure, ça fait vraiment partie de la logistique de notre chaîne de valeur. Quand vous avez un paquet de beurre, une boîte de lait, une bouche ou peu importe dans le supermarché, tout ça, ça fait partie d'une chaîne qui est importante pour nous, puisque on a du wholesaling pour prendre ça à l'étranger, ramener ici, le stocker, l'envoyer sur une étagère de supermarché. C'est toute une chaîne de valeur et dans lequel on est extrêmement bien intégré. Petite question peut-être, avec le Stabilization Fund, ça ne vous gêne pas un petit peu? Vous avez parlé de lait, de couches, ce sont des produits qui sont visés par ce fonds-là? Alors, écoutez, c'est pas une question que ça ne nous gêne pas. Évidemment qu'un marché libre est toujours mieux. Ceci étant dit, je comprends tout à fait la position du gouvernement qui veut aider la population mauricienne, en tout cas ceux qui
moins les moyens à avoir accès à un certain nombre de produits de base. Et donc, ce fonds de stabilisation permet à ces personnes d'avoir accès à ça. Alors oui, ça nous coûte de l'argent, mais je pense que c'est partie de la responsabilité sociale et économique d'un groupe comme BL. Ouais. Voilà. Au niveau de la performance, on a fait une croissance de 10% de chiffre d'affaires, une légère baisse de l'operating profit, principalement à cause du global business. On n'a pas beaucoup de croissance et un dollar qui est resté lui aussi relativement stable sur l'année. Voilà, on est arrivé au bout de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être une question sur le seafood. Comment vous... Oui. Quelques questions pour la fin. Donc, deux questions par rapport à ce que vous aviez discuté peut-être dans les meetings précédents. Je me rappelle par exemple pour l'énergie, vous disiez que ne serait-ce que sur les toits dont vous disposez, il y a un grand potentiel, mais la réalité à Maurice, c'est que voilà, les investissements arrivent dans l'énergie, mais ça prend du temps, etc. Donc, qu'en est-il de cette stratégie de se dire, voilà, l'énergie va, surtout s'il y avait peut-être le groupe avec tous ces toits que vous avez, comment ça a évolué? Et puis je me rappelle aussi que, si je me trompe, il y a un an ou deux mineuses, malgré le chiffre d'affaires, pas beaucoup de profit, voire des pertes. Et si je me rappelle bien, c'est Alain qui parle justement au niveau de la marque mineuse, peut-être un peu redéfinir, avec les hypermarchés, etc. Il y avait des rénovations aussi à faire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe un peu juste là? Parce que je sais aussi par exemple que justement, j'ai eu le lancement de Weave, donc c'est que justement votre prestataire, si j'ai bien compris, a fait faillite. Vous avez dû prendre la main vous-même. Et donc, toute cette stratégie que vous voulez mettre en place pour parler de services un peu à l'horizontale, donc tout ce qui est customer, prediction, etc. Où ça en est tout ça dans le Ok. Alors, très rapidement, donc, je vais commencer par l'énergie. Je pense qu'il y a premièrement une bonne chose, c'est qu'enfin, le gouvernement a compris qu'il y avait besoin d'un vrai dialogue entre les opérateurs, la CEB et la politique énergétique du pays, parce qu'on ne peut pas non plus être totalement focalisé sur des énergies fossiles, alors qu'on est sur une île, il y a du soleil, il y a du vent, et donc il y a des moyens de substitution qui existent. On voit les pics de consommation qui vont arriver en décembre. Je pense que tout le monde est conscient qu'on ne peut pas se retrouver dans des délestages, même si certains ici risquent d'être compliqués, parce qu'on n'a pas pris de bonnes décisions au bon moment. Le gouvernement avait lancé donc déjà les schemes, le Carbon Neutral Investment Scheme, qui permettent donc, comme Patrice a expliqué, de faire des parcs de photovoltaïque et donc d'envoyer ce courant vers des industries bien spécifiques. Par contre, la partie effectivement directe, toiture, opération, reste quand même plus confidentielle en termes de développement. Beaucoup dans l'individuel. Je crois que des boîtes comme EcoAsis et autres se développent bien parce qu'il y a là une vraie opportunité. Mais sur des schemes plus larges, je pense que l'approche à travers ce carbon neutral permet de faire des choses. Il n'irait peut-être pas tellement dans ce sens-là. On verra les opportunités, mais pour l'instant, on a développé un know-how bien précis, notamment Équateur Énergie et les équipes ici. Et l'objectif des 100 MW à venir nous place déjà dans une belle ligue de producteurs d'énergie renouvelable. Donc voilà. Pour Winners, alors l'opérateur effectivement de Weave avait fait faillite. Heureusement qu'on a des équipes qui ont des capacités d'innovation et d'agilité qui sont superbes et qui ont repris donc en interne le redéveloppement de la carte de fidélité et de tout ce que ça peut impliquer derrière. Je crois qu'on fait aujourd'hui 60% de chiffre d'affaires de Winners à travers notre carte de fidélité. C'est assez incroyable et ça marche très bien. Au niveau du rebranding, Winners a rebrand il y a à peu près 2 ans. Nous avons changé de couleur, nous avons assis
signe W de la marque. Et pour l'instant, on est très heureux de ça. Je venais de rebondir, justement. Vous me rappelez que quand vous lanciez Weave, vous dites oui, c'est la fidélisation, enfin la fidélité, c'est un début, parce que vous vouliez aller plus loin avec le Customer Behavior Prediction, etc. Mais on sait que tout ce qui est Big Data, etc., c'est très très compliqué. Il y a une question de taille du marché, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de oui, on y travaille. Parce que là, je comprends que vous n'avez plus ce partenaire. Non, mais le partenaire, c'est pas grave. Le partenaire, si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. En l'occurrence, on a fait nous-mêmes et on est aujourd'hui suffisamment, je veux dire, avancé dans la technologie pour répondre aux besoins de Winners. Maintenant, il faut savoir que, disons, Kenya, Naivas, la carte de fidélité là-bas, c'est 2 500 000 weavers. À Maurice, je sais pas, 300 000 à peu près, 250 000. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça de manière globale et d'amener une solution globale pour plusieurs millions de consommateurs. Donc ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais l'impact sera certainement plus important. Je suis désolée d'interrompre, mais on va devoir laisser Arnaud partir. Donc les autres questions, on va les diriger vers celle qui Une question si vous voulez, après ça va. Oui. Il a été question de gouvernance, bonne gouvernance ces temps à Maurice. Est-ce que quelle est votre appréciation de la situation, de la compte que vous êtes un des principaux capitaines de l'industrie à Maurice et de la région? Écoutez, je pense que là, la gouvernance est une clé de voûte à toute société de manière noble, hein, avec un grand S. C'est vrai que quand vous avez des breaches au niveau de la gouvernance, on voit les investisseurs être plus prudents, on voit les gens être moins sûrs, etc., etc. Donc, je pense qu'on a tous compris à Maurice, enfin je l'espère en tout cas, qu'il fallait être au rendez-vous de cette gouvernance qu'attend le Mauricien. Et le Mauricien est capable de sanctionner dans les urnes, et je crois que c'est une force qui est incroyable, de voir que tous les 5 ans, en tout cas à Maurice, le Mauricien est capable de sanctionner des mauvaises performances, des mauvaises gouvernances, des excès, etc. etc. Et personnellement, je suis très très fier de cette capacité de voir ce Mauricien réagir et être quelque part en contrôle de son destin. Et j'espère que effectivement tout le monde prend la mesure de la capacité des urnes à faire changer les choses et qu'on va pour le meilleur. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, je suis convaincu qu'une bonne gouvernance amène des progrès, amène de la stabilité, amène de la croissance pour tous. Voilà. Je suis convaincu. Voilà. M'excusez, vraiment, je suis un peu mal élevé, mais après c'était là. Non mais c'est bien, merci. J'ai beaucoup de questions, Il y en a une encore. C'est beaucoup plus intéressant ce qu'il dit. Je vais lui laisser la parole. Donc merci encore d'être venu aujourd'hui. C'est extrêmement important pour nous, pour l'évocation, qu'on puisse conserver ce dialogue, que ce soit avec la presse, que ce soit avec l'État. Moi je suis un artisan du dialogue. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses et il n'y a jamais de mauvaises questions, de temps en temps des mauvaises réponses, et ça on en prend la responsabilité. Et en tout cas merci pour ça et pour fin d'après-midi, je laisse dans le gouvernement, en tout cas je suis à peu près convaincu. Pas trop d'autres questions. Excusez-moi. Par rapport au seafood, j'ai pu lire que vous avez des problèmes au niveau de l'approvisionnement en matières premières. Est-ce que vous prévoyez une nouvelle stratégie pour le secteur
de votre cluster seafood? L'approvisionnement, il y a des hauts, il y a des bas. L'industrie, c'est un peu comme le sucre. Vous parlez du prix du sucre, il y a des hauts, il y a des bas. Le seafood, c'est un peu pareil. Il y a des bons mois, il y a des bonnes années, des moins bonnes années. Donc, je pense que la pro est, oui, on a peut-être eu certains mauvais mois, mais la pro est sécurisée. Je pense qu'on est plus en train de, comme je vous parlais, un petit peu plus changement de gouvernance, plus réadaptation, on dira, d'un nouveau propriétaire, un nouvel actionnaire. Tout ça, je reste confiant. Je pense que c'est pas anormal qu'il y ait un changement de gouvernance, de voir un peu d'hésitation mais je pense que les choses devraient se stabiliser, on devrait repartir dans la bonne direction. Le projet de bateau-usine, c'est toujours là? Bien, vous avez fait ça ici à Maurice, à Terre-Rouge? Non, on n'a jamais eu de projet de bateau-usine. C'est pas envisageable aussi? Non, on n'est pas dans la pêche industrielle, si on a du poisson, on le transforme, on sait acheter, on sait transformer, on sait vendre, ils ne sont pas pêcheurs. Au niveau des ventes, par exemple, des affaisage qui bien sûr retenu notre attention, on a eu Scomat par exemple. Donc, est-ce qu'il y a des entreprises comme ça que vous souhaitez céder pour. Comme j'expliquais au tout début, c'est vrai qu'il y a un petit peu un rethinking, un recentrage du portefeuille de nos activités. C'est un peu normal, toute activité a des cycles naturels. Alors, dans le cas de Scomat, en fait, c'est une stratégie de Caterpillar qui souhaite recentrer cette activité sur les plus gros dealers, tout simplement. Donc, à un moment donné, on a eu des discussions assez franches et honnêtes avec eux, et ils nous ont dit, vous savez, on souhaite avoir un gros dealer. Voilà, on s'est aligné à la stratégie 4, on conserve 20% du capital de Scomat, mais disons que le cycle de vie du dealership Caterpillar, comme on l'a connu depuis 95 ans, est arrivé à terme. Il faut à un moment donné se dire que le monde change et qu'il faut s'adapter. Oui, je suppose qu'il y a peut-être pas arrêté de vendre certaines entreprises. Non, je pense, comme je vous le disais, on va considérer si il y a une opportunité intéressante dans un secteur qui ne se régionalise pas nécessairement, on va être constamment à l'affût de ce portefeuille équilibré. Oui, ça fait partie de notre responsabilité en tant que dirigeant d'un groupe de questionner un peu la stratégie à différents moments. Et vous avez bien vu là qu'on a pris certaines décisions. On a pris une décision pour Afrasia, pour vous expliquer pourquoi. Nous avons pris une décision pour Scomat, pour vous expliquer pourquoi. Donc je pense que tant les décisions sont réfléchies, sont intelligentes et aident à la création de valeur, je crois qu'il faut se dire que le groupe est dynamique et il se peut qu'il y ait d'autres décisions dans les années qui viennent, les mois qui viennent. Oui, je pense que tant qu'on reste dans le cadre stratégique de ce que le groupe souhaite faire. Donc le retail, on l'a bien vu, est un bon moteur en termes de croissance. Donc le Kenya, ça marche très bien. Est-ce que justement ça vous a déjà donné un appétit pour d'autres pays alentours, donc l'Afrique de l'Est ou on va scruter l'horizon, mais je pense ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment, on expliquait au tout début, on est dans une phase d'intégration. À un moment donné, on ne peut pas continuer à s'étendre. Il faut trouver le bon équilibre entre la croissance et l'opération d'intégration. Donc, je dirais que dans les grandes lignes des mois et des années à venir, on est plutôt focalisé sur l'intégration. On a fait beaucoup d'acquisitions. Nous devons passer par une phase un petit peu plus calme d'intégration, de dégager de la valeur, mais cela ne veut pas dire que si une opportunité d'acquisition se présente sur un territoire particulier, une industrie particulière, que Seagrow est un bon exemple. On n'avait pas sur un strategic map, we shall buy Seagrow. Il y a eu un concours de circonstances, c'est-à-dire Géo qui a voulu se retirer, ils sont venus nous voir. Voilà, on ne peut pas non plus mettre de côté l'opportunité d'acquisition si l'opportunité est intéressante pour le groupe. Mais je crois que ce qu'il faut plutôt vous retenir, c'est que là, on a bien mis ces deux phases au début, phase 1, phase 2. Et là, vraiment, je pense qu'on sort de la phase 1, phase 1, et on rentre dans la phase 2, qui est une phase d'intégration, de régionalisation et de création d'écosystèmes.
On a encore quelques questions, je suis désolée, je connais bien. Question sur Afrasia. Vous avez compris que ça va venir du cash flow. N'est-ce pas paradoxal d'avoir coupé ce bras financier au moment du grand déploiement international? Je ne vais pas répéter ce qu'Arnaud a dit. Non, parce que la banque est un métier particulier. La banque demande à un opérateur bancaire pour opérer une banque. Voilà, il y a aussi des circonstances, je dirais, externes à la croissance du groupe qui font qu'il y a des décisions à prendre. Sans répéter ce qu'Arnaud a dit, mais je pense qu'Arnaud a un petit peu expliqué cette stratégie Afrasia. Nous ne sommes pas banquiers, nous sommes un conglomérat et à un moment donné, il faut reconnaître nos limites dans le cadre d'une gouvernance d'un métier qui est un métier très particulier. Quelles sont les perspectives pour l'année financière qui a déjà commencé? Quelles sont les perspectives? Chaque année, vous demandez ça et chaque année, on ne répond pas. Sinon, on va nous taxer de... Non, écoutez, on est dans une politique de croissance, on espère continuer la voie qu'on a commencé à tracer. Merci à vous.